La plupart des gens vivent comme un bateau ancré dans un port sûr. De là, tout semble stable, mais aussi immobile. La haute mer, pleine de tempêtes, de courants imprévisibles et d'horizons effrayants, est l'endroit où la force d'un navire est vraiment mise à l'épreuve. Et toi, tout comme ce bateau, tu n'as pas été conçu pour rester attaché au rivage. Tu as été fait pour naviguer, même si le vent frappe et que les vagues menacent de te faire couler. La vie ne va pas adoucir la marée pour que tu te sentes prêt. Dehors, il y a un monde qui ne s'arrête pas, qui n'attendra pas que tu résolves tes insécurités. Et si tu continues à attendre le moment parfait pour prendre la mer, ce moment n'arrivera jamais. La vérité est que tes véritables limites ne sont ni les vagues ni la distance, mais les chaînes que tu t'es imposées. Les stoïciens le savaient. La force ne se forme pas dans le calme, mais dans la lutte contre le courant. Si tu veux briser tes limites internes, tu devras faire face à ce qui t'intimide et marcher vers cela. Ce n'est pas un message pour te bercer, c'est un appel à te réveiller. Tu n'as pas besoin d'un coup de chance, tu as besoin de discipline, de courage et de la décision de ne plus jamais rester immobile. Les leçons à venir ne sont pas théoriques, ce sont des outils réels pour que tu quittes ce port et navigues en eau inconnue. Non pas pour que tu attendes un miracle, mais pour que tu deviennes le genre de personne qui le crée. 1. Regarde ton peur dans les yeux. La peur est comme une porte fermée au milieu de ton chemin. Tu ne peux pas avancer sans l'ouvrir, mais tu restes devant, imaginant toutes sortes de dangers derrière. Le curieux, c'est que, la plupart du temps, cette porte ne cache ni monstre ni tragédie, juste la prochaine étape que tu dois franchir. Cependant, plus tu passes de temps à la regarder de loin, plus elle devient grande et menaçante dans ton esprit. Dans la vie quotidienne, la peur n'apparaît pas toujours comme de la panique. Souvent, elle se déguise en excuses, en « ce n'est pas encore le moment » ou en une prudence exagérée qui paralyse. Elle te convainc qu'il vaut mieux attendre, que faire un pas en arrière est la chose la plus sensée. Mais cette fausse sécurité est un piège qui te laisse au même endroit année après année. Les stoïciens comprenaient que la peur est un maître inconfortable, mais nécessaire. On ne la surmonte pas en fuyant, on la surmonte en avançant. Regarder ta peur dans les yeux signifie arrêter de tourner autour du pot. C'est décider de franchir cette porte, même si tu n'as pas la certitude absolue de ce qui se trouve derrière. C'est parler même si ta voix tremble, prendre des décisions qui changent ton cap, t'exposer à la possibilité d'échouer avec la conviction que tu peux aussi apprendre. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'action malgré la peur. Si tu regardes en arrière, tu trouveras sûrement des moments où la peur t'a arrêté. Des conversations que tu n'as jamais eues, des opportunités que tu as laissées passer, des changements que tu savais que tu avais besoin, mais que tu as repoussés encore et encore. Chaque fois que tu cèdes, tu renforces la barrière. C'est pourquoi la première étape pour surmonter tes limites est d'empêcher la peur de grandir. Tu peux t'entraîner à l'affronter petit à petit. Si tu crains de prendre de grands risques, commence par résoudre de petits défis qui te dérangent. Parle, décide, agis dans des situations quotidiennes que tu évites normalement. N'attends pas de te sentir prêt à faire des pas importants, car la préparation parfaite n'existe pas. Ce qui existe, c'est la capacité d'avancer avec inconfort et de maintenir le cap malgré tout. Les stoïciens ne cherchaient pas à éliminer le risque de la vie, car ils savaient que c'était impossible. Ce qu'ils cherchaient, c'était à entraîner leur esprit à ne pas être paralysé par la peur. Quand tu affrontes la peur, tu envoies un message clair à ton intérieur. Je peux gérer ça et ce qui viendra après. Cette certitude devient la base de ta force mentale. Regarder la peur dans les yeux ne fera pas disparaître complètement, mais elle cessera de dicter ta vie. Cela signifie que, au lieu de rester spectateur, tu assumes le rôle de protagoniste. Chaque fois que tu décides d'agir malgré elle, tu la transformes en un outil pour grandir. La peur cesse d'être une porte qui bloque ton chemin et devient une porte que tu choisis d'ouvrir pour continuer à avancer. 2.
Marche vers ce qui te met mal à l'aise. L'inconfort est comme le poids dans une salle de sport. Il n'est pas agréable de le soulever. Tes muscles brûlent et ton esprit te dit d'arrêter. Mais c'est précisément cette résistance qui te rend plus fort. Éviter l'inconfort, c'est comme vouloir développer de la force sans porter quoi que ce soit, comme prétendre grandir sans repousser tes propres limites. Et il en va de même dans la vie. Chaque situation inconfortable est un poids qui, si tu y fais face, te prépare à des défis encore plus grands. La plupart des gens fuient ce qui les met mal à l'aise. On nous a appris à chercher ce qui est facile, rapide et agréable, comme si c'était synonyme de succès. Mais ce qui est facile ne forme jamais le caractère. Le confort te maintient dans une bulle où rien ne fait mal, mais où rien ne change non plus. Les stoïciens comprenaient que la croissance ne vient pas du plaisir, mais de traverser ce qui fait mal. Ils savaient que l'âme se renforce comme le corps en la mettant à l'épreuve. Marcher vers ce qui est inconfortable ne signifie pas s'exposer à une souffrance inutile. Cela signifie aller de l'avant vers ce que tu sais qui te mettra au défi et qui, précisément pour cette raison, te fera grandir. Cela peut être d'engager une conversation difficile, de prendre une décision qui rompt avec ta routine ou d'assumer une responsabilité que tu évitais auparavant. L'inconfort est l'entraînement invisible de l'esprit. Demande-toi ce que tu as évité récemment. Peut-être est-ce de changer de travail parce que tu as peur de perdre ta stabilité. Peut-être est-ce d'apprendre une nouvelle compétence parce que tu penses que tu ne seras pas assez bon. Ou peut-être est-ce de t'éloigner des personnes qui te freinent parce que le conflit te met mal à l'aise. Dans tous ces cas, l'inconfort est le pont entre ta situation actuelle et la vie que tu dis vouloir. En pratique, cela s'entraîne comme un muscle. Commence par de petites actions qui brisent ton schéma de confort. Si tu prends toujours le même chemin, change-le. Si tu évites de donner ton opinion lors d'une réunion, parle en premier. Si tu repousses une tâche difficile, fais-la avant les autres. Chaque pas vers l'inconfort te rend moins sensible à la peur et plus résistant à la pression. Les stoïciens ne cherchaient pas l'inconfort par masochisme, mais parce qu'ils savaient que c'est là que se trouve la véritable liberté. Celui qui apprend à être bien au milieu de l'inconfort cesse d'être esclave du plaisir. Il n'a plus besoin que tout soit sous contrôle pour agir. Il ne dépend plus des circonstances favorables pour bouger. Cette indépendance est l'une des plus grandes forces que tu peux construire. L'inconfort a aussi un effet transformateur. Il redéfinit ton échelle de ce que tu considères comme difficile. Ce qui te met mal à l'aise aujourd'hui sera ta routine demain. Ce qui te coûte aujourd'hui sera ta base demain. C'est ainsi que tu repousses tes limites internes, en les poussant un peu plus loin chaque jour. Si tu restes dans le confort, le jour où la vie te lancera une situation difficile, tu n'auras pas les outils pour y faire face. Mais si tu t'entraînes à t'exposer à l'inconfort, chaque coup te trouvera plus solide. Ce n'est pas une question de savoir si les épreuves arriveront, mais de savoir quand. Et quand elles arriveront, il sera trop tard pour t'entraîner. Marcher vers ce qui est inconfortable, c'est comprendre que la douleur contrôlée d'aujourd'hui te prépare à la douleur inévitable de demain. C'est choisir volontairement les petites batailles pour être prêt pour les grandes. C'est reconnaître que ta meilleure version ne vit pas dans le confort, mais de l'autre côté de ce qui te fait peur ou te dérange maintenant. Et la seule façon d'y arriver est de marcher vers cela et non de lui tourner le dos. 3. Brise le mur des excuses. Les excuses sont comme des briques que tu empiles l'une sur l'autre chaque fois que tu remets quelque chose à plus tard. Au début, elles semblent petites et faciles à déplacer, mais avec le temps, elles construisent un mur si haut que tu ne vois plus ce qui se trouve derrière. Et le pire, c'est que ce mur n'a été érigé par personne d'autre. Tu l'as construit toi-même, avec chaque « je n'ai pas le temps »,« je ne suis pas prêt » ou « je commence demain ». Ce mur ne te protège pas, il t'enferme. Il est facile de blâmer les circonstances, le travail, le manque d'opportunités ou même d'autres personnes, car cela te décharge de la responsabilité. Mais la réalité est que tant que tu continues à utiliser des excuses, tu deviens ton propre geôlier. Et la clé pour sortir a toujours été dans ta main.
Les stoïciens n'acceptaient pas de se justifier par des facteurs externes. Ils savaient que tu ne contrôles pas tout ce qui se passe, mais tu contrôles toujours comment tu réagis. Quand tu accuses le monde, tu abandonnes avant de commencer. Quand tu reconnais ton rôle dans le résultat, tu récupères le pouvoir de le changer. C'est la différence entre rester coincé ou abattre le mur. Briser le mur des excuses commence par arrêter d'adoucir la vérité. Ne te mens pas en disant que tu n'as pas le temps, quand en réalité tu le gaspilles en distraction. Ne dis pas que tu ne peux pas quand tu as peur d'échouer. N'appelle pas malchance ce qui est en réalité un manque de discipline. Tant que tu ne nommes pas les choses par leur nom, tu ne pourras jamais les changer. Pense à un objectif que tu repousses depuis longtemps. Peut-être apprendre quelque chose de nouveau, améliorer ta santé, commencer un projet, mettre fin à une relation toxique. Demande-toi combien de fois tu t'es raconté la même histoire pour ne pas agir. Chaque répétition est une brique de plus. Et tout comme tu l'as élevé, tu peux le démolir. Mais tu dois reconnaître que le mur est fait de tes propres décisions. En pratique, éliminer les excuses signifie s'engager dans l'action avant de se sentir prêt. Cela signifie prendre des décisions même si tu n'as pas toutes les conditions idéales. Si tu attends que tout s'emboîte parfaitement, tu ne bougeras jamais un doigt. La perfection est l'excuse la plus élégante pour ne pas commencer. Cela signifie aussi accepter qu'il y aura toujours des obstacles. Il y aura toujours de la fatigue, des problèmes, des distractions. L'erreur est de penser que tu dois attendre qu'ils disparaissent pour agir. La vie ne se dégage jamais complètement, et celui qui sait avancer au milieu du chaos est celui qui obtient des résultats. Les stoïciens s'entraînaient à agir même dans des conditions adverses, parce qu'ils savaient que le contraire était d'attendre en vain. Une façon efficace de briser ce mur est de remplacer chaque excuse par une action, même minime. Si tu dis « Je n'ai pas le temps de faire de l'exercice », fais 5 minutes aujourd'hui. Si tu dis « Je ne sais pas comment commencer », écris une liste des premières étapes. Si tu penses « Je ne peux pas parce que je n'ai pas les ressources », cherche des solutions avec ce que tu as. Les petites actions brisent les briques, et plus elles sont constantes, plus le mur s'effondre rapidement. Rappelle-toi, chaque excuse que tu acceptes renforce ta faiblesse, et chaque excuse que tu brises renforce ton caractère. La différence entre celui qui réussit quelque chose et celui qui ne le fait pas n'est souvent pas le talent ni les opportunités, mais la capacité de ne pas laisser les excuses gagner. Briser le mur des excuses, c'est reconnaître que personne ne viendra enlever ces briques pour toi. Soit tu les abats, soit tu restes à regarder la vie derrière elles, et chaque jour que tu passes à attendre, le mur grandit un peu plus. Alors arrête de le construire et commence à le démolir, parce que de l'autre côté se trouve la vie que tu dis vouloir, et il n'y a pas d'autre chemin pour y arriver que de passer par là où tu t'arrêtes aujourd'hui. 4. Forge ta vie avec discipline. La discipline est comme le feu qui façonne le métal. Sans chaleur, le métal reste rigide et sans forme, mais avec la température adéquate, il peut devenir une épée tranchante ou un outil puissant. Tu es ce métal, et la discipline est le feu qui définit ce que tu deviens. Sans elle, tes compétences, tes objectifs et ton potentiel restent bruts, sans polissage. Beaucoup confondent la discipline avec la motivation. Ils pensent qu'ils ont besoin de se sentir inspirés pour agir, mais la motivation est volatile, elle s'allume et s'éteint selon ton humeur. La discipline, en revanche, est l'engagement d'agir même lorsque tu n'en as pas envie. Les stoïciens l'ont compris. Il ne s'agit pas d'attendre l'impulsion parfaite, mais de faire ce que tu dois faire, parce que tu sais que c'est la bonne chose à faire. Forger ta vie avec discipline signifie concevoir un chemin et y rester, malgré la fatigue, les distractions ou les tentations. Cela signifie se lever à l'heure que tu as décidé, accomplir les tâches que tu as planifiées et ne pas négocier avec toi-même lorsque tu cherches des excuses pour céder. La discipline est une conversation constante entre la partie de toi qui veut avancer et celle qui veut du confort, et le résultat dépend de celle que tu écoutes le plus. Pense à un objectif important que tu as.
Si tu le réduis à des impulsions de motivation, tu auras des moments d'avancement et de longues périodes de stagnation. Mais si tu le transformes en une routine disciplinée, le progrès sera constant. Peu importe si c'est apprendre une langue, améliorer ta condition physique ou construire une entreprise, la discipline est ce qui la soutient lorsque l'émotion initiale disparaît. La discipline n'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose que l'on entraîne. Commence par tenir de petites promesses envers toi-même. Si tu dis que tu vas faire quelque chose aujourd'hui, fais-le. Si tu prévois de consacrer 1 heure à une tâche, accomplis-la même si elle est inconfortable. Chaque fois que tu tiens parole, tu renforces ta confiance en toi. Et cette confiance devient une impulsion naturelle pour continuer à accomplir. Les stoïciens pratiquaient la discipline non seulement dans le physique, mais aussi dans le mental et l'émotionnel. Ils contrôlaient leurs pensées, surveillaient leurs paroles et dirigeaient leurs actions vers ce qui importait vraiment. Ils ne se laissaient pas emporter par des impulsions passagères, car ils savaient que chaque fois que tu cèdes à un caprice, tu perds un peu de contrôle sur toi-même. Dans la vie quotidienne, forger la discipline signifie avoir un plan et s'y tenir. Ce n'est pas de l'esclavage, c'est se libérer du chaos. Car lorsque tu n'as pas de discipline, tu es à la merci des circonstances, de ton humeur et des distractions externes. En revanche, lorsque tu es discipliné, tu décides où va ton énergie. Et cela te donne un avantage dans un monde où la plupart des gens agissent par réaction. La discipline nécessite également de la patience. Tu ne verras pas de résultats immédiats, et c'est précisément ce qui la rend difficile pour beaucoup. Nous voulons des récompenses rapides, mais le véritable changement arrive après des semaines, des mois ou des années de constance. Et lorsque les résultats arrivent, ils ne dépendent plus de la chance, mais de l'effort accumulé. Forger ta vie avec discipline, c'est accepter qu'elle ne sera pas toujours agréable, mais qu'elle sera toujours nécessaire. C'est comprendre qu'il ne s'agit pas de faire ce que tu as envie de faire, mais ce que tu as dit que tu ferais. Et que, tout comme le métal sous le feu, chaque jour que tu maintiens la discipline, tu te rapproches de ta forme la plus forte et la plus aiguisée. Car au final, la vie ne te donne pas ce que tu désires, elle te donne ce que tu es prêt à travailler tous les jours pour mériter. 5. Fais de ta solitude un sanctuaire. La solitude est comme une pièce vide. Tu peux la voir comme un espace froid et silencieux où rien ne se passe, ou tu peux la transformer en un lieu où tu construis tes fondations. La valeur de cette pièce ne réside pas dans ce qu'elle contient déjà, mais dans ce que tu décides d'y mettre. Si tu remplis ta solitude de plaintes, de victimisation et de distraction, elle deviendra un lieu que tu voudras éviter. Mais si tu la remplis de réflexion, d'apprentissage et de maîtrise de soi, elle deviendra ton refuge le plus puissant. La plupart des gens craignent d'être seuls parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leurs propres pensées. Ils ont besoin de bruit, de compagnie ou d'activité constante pour ne pas affronter ce qu'ils portent en eux. Mais les stoïciens savaient que la véritable force naît lorsque tu peux être avec toi-même sans chercher à fuir. Si tu ne supportes pas ta propre présence, tu ne pourras jamais vraiment te construire. Faire de ta solitude un sanctuaire signifie utiliser ce temps pour te connaître, te corriger et te renforcer. Ce n'est pas un isolement forcé, c'est un retrait volontaire. C'est te mettre à l'écart des distractions pour écouter ton esprit avec clarté. C'est poser les questions inconfortables. Qui suis-je vraiment? Que veux-je de cette vie? Que fais-je pour l'atteindre? Et ne pas fuir les réponses, aussi dures soient-elles. En pratique, cela signifie consacrer des moments chaque jour à être sans stimuli externes, sans téléphone, sans conversation, sans écran. Juste toi et tes pensées. Tu peux écrire dans un journal, méditer, planifier ou simplement observer tes émotions. Cet espace devient l'atelier où tu répares ce qui est cassé et aiguises ce qui est faible. La solitude est aussi un filtre. En elle, tu découvres quelles relations, habitudes ou activités sont vraiment nécessaires et lesquelles ne faisaient que prendre de la place. Quand tu apprends à être bien seul, tu n'acceptes plus n'importe quelle compagnie par peur de te sentir vide. Cela élève tes standards et te protège des relations superficielles ou nuisibles. Les stoïciens pratiquaient l'introspection quotidienne comme un exercice fondamental.
Ils n'avaient pas besoin de fuir d'eux-mêmes parce qu'ils se connaissaient en profondeur. Et dans cette auto-observation, ils trouvaient le calme nécessaire pour agir avec clarté dans un monde chaotique. Ils comprenaient que si ton esprit n'est pas en ordre, tout ce qui est externe devient un bruit qui t'emporte. Faire de ta solitude un sanctuaire renforce également ton indépendance émotionnelle. Tu ne dépends plus des autres pour te sentir en sécurité. Tu apprends à générer ton propre équilibre, ta propre motivation et ta propre paix. Cela ne signifie pas que tu n'apprécies pas la compagnie, mais que tu n'en as pas besoin pour te sentir bien. Et c'est l'une des plus grandes libertés qui existent. Dans un monde qui idolâtre l'hyperconnexion et la distraction constante, la solitude est un acte de rébellion. C'est dire « je peux me déconnecter du bruit et rester en contrôle ». La plupart des gens craignent ce silence parce que c'est là que se révèlent les vérités qu'ils ont évitées. Mais ces vérités sont celles qui te donnent le pouvoir de changer. Si tu veux que ta solitude soit un sanctuaire et non une prison, arrête de la voir comme une punition. Commence à l'utiliser comme l'espace où tu entraînes ton esprit, comme le lieu où tu conçois ta vie sans pressions externes. Ainsi, lorsque tu reviens au monde, tu emportes avec toi une force qui ne dépend de personne d'autre. Fais de ta solitude un sanctuaire et tu découvriras que tu n'es jamais vraiment seul, car tu as toujours toi-même. Et si tu réussis à être ta meilleure compagnie, aucune tempête extérieure ne pourra briser ta tranquillité intérieure. La solitude cesse d'être un vide et devient la base sur laquelle tu construis tout le reste. 6. Sculpte ton esprit comme de l'acier. L'esprit est comme un métal brut. Si tu ne le travailles pas, il rouille, s'affaiblit et se brise facilement. Mais si tu le soumets au feu de l'effort et au marteau de la discipline, il se durcit et s'aiguise jusqu'à devenir un outil capable de couper n'importe quel obstacle. Tout comme le forgeron façonne l'acier coup après coup, tu peux modeler ton esprit pensée après pensée, habitude après habitude. La plupart des gens prennent plus soin de leur apparence physique que de leur force mentale, et c'est une erreur qui se paie tôt ou tard. Un corps fort avec un esprit faible est comme une épée aiguisée faite d'un métal mou. Elle semble puissante, mais elle se brise au premier impact. Les stoïciens savaient que tout commence dans l'esprit. Si tu l'entraînes, tu peux résister aux tempêtes les plus dures. Si tu le négliges, la moindre difficulté te fait tomber. Sculpter ton esprit comme de l'acier implique d'éliminer les pensées faibles qui te freinent et de les remplacer par des croyances qui te renforcent. Ce n'est pas de l'auto-tromperie ni des phrases de motivation vides. C'est un travail quotidien pour reconnaître les schémas mentaux inutiles et les briser. Chaque fois que tu choisis de penser de manière plus stratégique et moins émotionnelle, tu trempes ton esprit. En pratique, ce processus nécessite 3 choses: contrôle, concentration et résistance. Contrôle pour ne pas laisser ton esprit se disperser dans ce qui n'est pas important. Concentration pour diriger tes pensées vers ce que tu peux faire et non vers ce que tu ne peux pas changer. Résistance pour rester calme, même au milieu de situations qui provoquent peur, colère ou frustration. Pense aux fois où ton esprit t'a joué des tours. Quand tu as exagéré un problème, quand tu as imaginé un échec avant même d'essayer, quand tu t'es convaincu que tu ne pouvais pas. Ces moments sont l'équivalent du métal rouillé. Et tout comme le forgeron nettoie la surface avant de forger, tu dois nettoyer ton esprit de cette rouille avant de le renforcer. Une façon stoïcienne de le faire est de pratiquer la révision quotidienne des pensées. Avant de dormir, passe en revue mentalement les situations de la journée, où tu as agi avec fermeté, où tu as réagi avec faiblesse. Non pas pour te punir, mais pour détecter où tu as besoin de tremper davantage ton caractère. Avec le temps, tu commenceras à anticiper les situations qui te contrôlaient auparavant, et c'est là que ton esprit devient plus fort. Sculpter l'esprit signifie aussi le nourrir correctement. Ce que tu lis, ce que tu écoutes, les conversations que tu as et le contenu que tu consommes façonnent la qualité de ta pensée. Si tu t'entoures de plaintes, de commérages et de médiocrité, c'est ce qui s'installe dans ta tête. Mais si tu t'entoures d'idées stimulantes, de personnes qui pensent en grand,
et d'informations qui t'élargissent, ton esprit s'aiguise chaque jour. N'oublie pas que l'acier le plus fort est forgé dans le feu le plus intense. La vie te mettra dans des situations qui testeront ta patience, ta clarté et ton autocontrôle. Ne vois pas ces moments comme des punitions, mais comme des opportunités pour te durcir. Chaque fois que tu fais face à une épreuve sans te briser, tu ajoutes une couche de résistance à ton caractère. Sculpte ton esprit comme de l'acier et tu découvriras que peu importe la force du vent ou la hauteur de l'obstacle, il n'y aura rien qui puisse te briser facilement. Parce que la vraie force n'est pas d'éviter les coups, mais de les supporter, d'apprendre d'eux et de continuer à avancer sans perdre ton tranchant. 7. Nourris seulement ce qui t'élève. L'esprit et l'âme sont comme un feu. Si tu l'alimentes avec du bois sec et propre, il brûlera fort et te donnera de la chaleur. Mais si tu le remplis de déchets et de matériaux humides, il s'éteindra lentement, laissant de la fumée et des cendres. Il en va de même pour toi. Tout ce que tu consommes, non seulement dans la nourriture, mais aussi dans l'information, les idées, les conversations et les habitudes, est un combustible qui alimente ta vie. La qualité de ce combustible détermine la qualité de ton énergie, de ta pensée et de tes résultats. L'erreur de beaucoup est de croire qu'ils peuvent s'entourer de négativité, consommer du contenu vide, maintenir des conversations toxiques et pourtant aspirer à avoir un esprit fort. Cela ne fonctionne pas ainsi. Les stoïciens le savaient. L'esprit est un champ fertile et ce que tu y sèmes y poussera, que ce soit quelque chose d'utile ou de destructeur. Si tu sèmes des plaintes, de la peur et des distractions, tu récolteras de la faiblesse. Si tu sèmes de la connaissance, de la force et de la discipline, tu récolteras du pouvoir. Nourrir seulement ce qui t'élève signifie filtrer consciemment ce que tu laisses entrer dans ta vie. Demande-toi, est-ce que cela m'aide à grandir ou est-ce que cela me stagne? Est-ce que cela m'inspire à agir ou est-ce que cela me pousse à la passivité? Chaque réponse est un guide pour décider ce qu'il faut garder et ce qu'il faut éliminer. Il ne s'agit pas de vivre dans une bulle parfaite, mais de réduire au minimum ce qui te draine et de multiplier ce qui te renforce. En pratique, cela commence par ce que tu consommes mentalement. Si tu passes des heures exposé à des nouvelles alarmistes, à des réseaux sociaux remplis de comparaisons et à des conversations sans sens, tu ne peux pas espérer une clarté mentale, ni une motivation. Ton esprit devient un reflet de ce que tu lui donnes à manger. C'est pourquoi choisis des lectures qui te mettent au défi, écoute des idées qui élargissent ta perspective et entoure-toi de personnes qui élèvent tes normes. Cela s'applique aussi au physique. Prendre soin de ton corps avec une bonne alimentation, du repos et de l'exercice n'est pas de la vanité, c'est une stratégie. Un corps faible limite la force mentale. Les stoïciens comprenaient que le corps est le véhicule de l'esprit et que le maintenir en conditions optimales fait partie du devoir personnel. Tu ne peux pas aspirer à des pensées claires si tu vis avec un épuisement constant et des habitudes qui te sabotent. Un autre aspect crucial est l'émotionnel. Tu nourris ce que tu ressens avec les expériences et les relations que tu choisis. Si tu passes ton temps dans des environnements chargés de drames, de conflits ou de médiocrité, tôt ou tard, tu absorberas cette énergie. C'est pourquoi, protège ton cercle. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ton temps et à ton attention. Donne-les seulement à ceux qui apportent une valeur réelle et non à ceux qui épuisent ton esprit. Les stoïciens étaient sélectifs avec ce qu'ils permettaient d'entrer dans leur vie, parce qu'ils savaient que chaque influence externe laisse une marque interne. Tu ne contrôles pas tout ce qui se passe, mais tu contrôles ce à quoi tu donnes ton attention. Et ton attention est ta ressource la plus précieuse, parce que ce que tu arroses grandit. Nourris seulement ce qui t'élève et tu verras comment ton esprit s'éclaircit, ton énergie augmente et tes décisions deviennent plus fermes. Ce n'est pas un changement qui se produit du jour au lendemain, mais chaque choix que tu fais est un vote pour le type de personne que tu deviens. Avec le temps, tu regarderas en arrière et tu te rendras compte que ta vie a été construite
brique par brique, avec les matériaux que tu as choisi de permettre. Et quand viendra le moment de faire face à des défis, tu n'auras pas à chercher à l'extérieur la force dont tu as besoin, parce que tu l'auras déjà cultivée à l'intérieur. C'est le pouvoir de choisir ton alimentation mentale, physique et émotionnelle avec intention.